Il est 18h, bonjour et bienvenue dans cette édition du lundi 7 novembre 2022. Et au sommaire, nous découvrirons un chantier Vendéo pas comme les autres. Un procédé novateur qui impacte beaucoup moins la circulation des véhicules au cours des opérations d'entretien. Et puis nous prendrons la direction des Sables d'Olonne, prendre des nouvelles d'une famille qui a accueilli des réfugiés ukrainiens. Ceux-ci sont désormais rentrés dans leur pays, mais un lien très fort perdure. Et puis enfin, elle s'entraîne pour un joli défi, la Sénégazelle, une course 100% féminine à visée humanitaire. Mais l'actualité, c'est aussi le décès annoncé ce lundi de Jean Bureau, le maire de Saint-Hilaire-le-Vouilly et vice-président du pays de Chantonnay. Le premier édile depuis 2001 est décédé samedi à l'âge de 70 ans. Jeannot, comme il était surnommé, avait à cœur le contact direct avec la population. Il s'est illustré par son engagement, notamment en octobre 2012 lors du passage d'une mini-tornade sur Saint-Hilaire-le-Vouilly. Un hommage lui sera rendu mercredi 9 octobre à 10h30 sur le parvis de la mairie. Prenons à présent la direction de La Roche-sur-Yon pour un chantier d'entretien pas comme les autres qui se termine. Une réfection de canalisation qui aurait habituellement duré plusieurs semaines, mais qui là s'est réglée en quelques jours et sans avoir occasionné de tranchées sur plusieurs dizaines de mètres de trottoir. Vendéo vient d'expérimenter le renforcement de sa conduite d'eau potable par l'intérieur, un système sur lequel revient le directeur des services techniques de l'entreprise aux côtés d'Alexandre Le Naour. Et nous nous trouvons aujourd'hui à La Roche-sur-Yon sur le boulevard Lavoisier pour un chantier un petit peu particulier. Olivier Després, vous êtes directeur des services techniques pour Vendéo. Racontez-nous une réhabilitation par l'intérieur sur le réseau d'eau potable. Qu'est-ce que c'est ? Alors effectivement, lorsqu'on est sur des chantiers concernant le réseau d'eau potable, on a le choix entre deux grandes méthodes. Le renouvellement de la conduite, où là tout simplement on va aller désaffecter une ancienne conduite et la remplacer par une conduite neuve, ou bien la réhabilitation, et là il va s'agir d'utiliser la conduite existante et de la réhabiliter, de lui rendre une nouvelle jeunesse, si vous me passez l'expression. Donc c'est-à-dire que l'on ne construit pas une tranchée, on ne creuse pas une tranchée. Qu'est-ce que ça change concrètement ? Alors effectivement, du coup, au lieu de faire une tranchée sur tout le linéaire du tronçon, on va faire des fouilles aux extrémités. Une première phase qui va consister à nettoyer la conduite de ses nodosités. On va passer une tringle mécanique qui, avec un effet gyroscopique, va enlever ces nodosités pour avoir une conduite dont le matériau sera mis à nu. Et ensuite, on va passer un espèce de pistolet à peinture qui tourne sur lui-même, sauf qu'au lieu que ce soit de la peinture, c'est une résine polyuréthane et qui va se polymériser sur la paroi de la conduite. Et donc là, on va remettre une épaisseur d'à peu près 3 mm tout le long de la conduite. Et donc, ce faisant, on refait un revêtement interne à la conduite sur la totalité du tronçon. Alors, les avantages sont multiples. D'une part en termes d'environnement, donc là on est sur un boulevard avec une forte circulation, donc un impact en termes de circulation qui est moindre que si on avait fait en traditionnel. En termes de durée de chantier, là le chantier il va durer 4 jours, on l'aurait fait en traditionnel, il aurait duré plus de 3 semaines. Un impact aussi pour les riverains, bien entendu, la gêne est moindre. Vous voyez, là, on n'entend pas de bruit spécifique, pas de marteau-piqueur, etc. etc. Donc voilà. Là, le chantier, là, comme on vient de le faire, va prolonger la durée de vie de la conduite d'environ 50 ans, à peu près la moitié de sa durée de vie totale, pour un coût qui va être avec un facteur 3 à 4 fois moins cher que si on l'avait fait en traditionnel. Donc, pour vous donner une image, le chantier de 350 mètres là, qu'on est en train de réaliser représente un coût de 51 000 €. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Olivier Després. On rappelle que les différentes opérations de réhabilitation et de renouvellement du réseau d'eau potable, c'est entre 15 et 18 millions d'euros qui sont investis chaque année. Et en Vendée, les canalisations ont actuellement en moyenne une 30aine d'années. Encore un peu de patience, d'ici à 2025, les cinéphiles du Sud Vendée n'iront plus au Renaissance mais au grand écran. C'est en tout cas le nom de l'entreprise porteuse du projet de futur complexe cinématographique à Fontenay-le-Comte. 5 salles vont être construites juste à côté de l'office de tourisme Place de Verdun. D'une capacité comprise entre 80 et 300 places, c'est une étape importante pour la municipalité.
Alors un cinéma, on considère c'est un pôle culturel important pour une ville comme la nôtre. Et aujourd'hui, on n'avait pas le cinéma, la dimension du territoire. Donc c'était important pour nous de soutenir ce projet. Alors c'est un peu prématuré aujourd'hui, mais ce sera un cinéma évidemment un peu plus moderne. L'idée c'est effectivement de compenser les obstacles de l'autre cinéma. C'est-à-dire ici on sera sur la place de Verdun, en plein cœur de ville, avec du parking à proximité, une visibilité plus grande. Et puis bien sûr l'opérateur qui porte ce projet, qui s'appelle Grand Écran, a évidemment un projet de cinéma plus moderne. Depuis le 20 février dernier, le quotidien des Ukrainiens est marqué par la guerre qui oppose leur pays à la Russie. Le 6 mars, il y a donc 8 mois quasiment jour pour jour, le premier bus de réfugiés arrivait en Vendée et ses occupants étaient répartis dans des familles d'accueil volontaires. Aujourd'hui, une partie d'entre eux est retournée dans leur pays d'origine, mais le contact avec la Vendée n'est pas rompu. C'est ce que notre journaliste Colline Davy est retournée voir. Pendant 7 mois, c'est dans ce foyer sablé qu'ont vécu Lesia et sa fille Anastasia, 2 Ukrainiennes fuyant la guerre. Bien plus qu'un simple accueil, c'est une vie partagée au quotidien et un soutien capital. Et voilà, se retrouver ici dans un endroit qu'elle ne connaît pas, avec des gens qu'elle ne connaissent pas, en sachant la guerre chez eux et laisser le papa et le fils, c'était dur quand même un petit peu. Progressivement, là, on a inscrit Anastasia à l'école. Elle y est allée quelques jours. On a cherché du travail pour sa maman. Pour Anastasia, ça l'a appris très très vite. Nous, on faisait de la lecture, on a fait l'apprentissage, mais c'est venu très très vite. Et en l'espace, je sais pas, je dirais de 1 mois et demi, elle parlait français et elle arrivait à être l'interprète entre sa maman et nous. Quand on les appelle, c'est elle qui est là tout le temps pour pouvoir traduire ce qu'on dit. Car si elles sont reparties le 17 septembre, Edwige et son mari, comme d'autres familles d'accueil, continuent de prendre des nouvelles dès qu'ils le peuvent. On s'est mis sur Viber. Donc on s'est créé un compte tous et on s'appelle régulièrement, on s'envoie des photos des uns, des autres, quoi, de la vie, de ce qu'on fait. Et comme ça, on se communique, on s'envoie des photos et donc après, on s'appelle et il faut que Nastia soit là pour qu'elle puisse traduire. Mais voilà, mon chat et son chat. Un lien s'est créé pendant ces quelques mois de vie commune et reste encore inébranlable aujourd'hui. C'est pas que c'est important, c'est primordial. Hein. C'est la continuité des choses et je vois pas les choses autrement. Ils font partie de la famille maintenant, hein, c'est tout. Ouais. On est attendus chez eux et on les attend au retour quand toute cette guerre sera finie. C'est un lien très fort. Très fort. Et du sport à présent avec ces images de basket. Pour commencer, les filles du RVBC étaient à Saint-Amand hier pour un match de saison régulière de la Ligue féminine. Déplacement couronné de succès puisque les Lyonnaises se sont imposées 73-65 dans les Hauts-de-France. Prochain match des Tigresses mercredi à Villeneuve-d'Ascq en Coupe d'Europe. Retour au championnat dimanche à domicile contre Lyon et ce sera à suivre en direct sur TV Vendée. C'est un joli défi que se lance une poignée de Vendéennes adeptes de la course à pied. Elles vont participer à la Sénégazelle. Fin février, elles enchaîneront donc des étapes d'une dizaine de kilomètres par jour pour allier des écoles et y distribuer le soir des fournitures scolaires aux enfants. D'ici là, il faut s'entraîner et ne pas avoir peur de se mouiller. Ce n'est pas notre journaliste Alice Clanos qui nous dira le contraire. Pas question de rater une seule occasion de s'entraîner. Alors malgré la pluie, les filles gardent le sourire. Un entraînement indispensable car en juin dernier, elles se sont inscrites à la Sénégazelle 2023. Donc c'est une course solidaire 100% féminine au Sénégal. Le but est de courir tous les jours, entre 8 et 11 km par jour. Et chaque fin d'étape se situe dans une école pour distribuer des fournitures aux enfants sénégalais. Quand Anne a eu l'idée de participer à ce défi solidaire, elle a fait appel aux amis et aux amis des amis. Au final, elles sont 10 à avoir répondu présentes. Parmi ces Vendézelles, Julie, qui n'a pas hésité une seule seconde quand sa meilleure amie lui a parlé de la course. Oh oui, oui, environ à la première seconde où on en a parlé, c'est Elodie qui m'en a parlé. L'idée m'a émerveillée.
Émerveillé, une course solidaire et sportive, c'est parfait. Reste qu'au sein de l'équipe, toutes n'ont pas les mêmes capacités physiques et sportives. Alors, à raison de 2 à 3 sorties par semaine, les filles s'entraînent, plus motivées que jamais. Non, on n'est pas vraiment toutes des gazelles, on essaye de le devenir en tout cas, mais on pense tous à la belle cause et à ce qui nous attend et à cette super expérience qu'on va vivre et je pense qu'il va nous apporter beaucoup pour notre futur. J'essaye de me dire que le moment de la course, il va vraiment falloir que je profite des paysages qui vont être juste sublimes, de ne pas souffrir à l'arrivée pour pouvoir être avec les enfants au maximum présente. Et donc du coup, on essaye de trouver la motivation comme ça, puis on y arrive, généralement, ça vient tout seul après. Ce qui me motive le plus, c'est vraiment le fait de partager tous ces moments au Sénégal. Et en fait, quand je cours, j'essaye déjà de m'imaginer ces moments de partage-là. En attendant, les Vendésiennes partagent leur aventure sur les réseaux sociaux. Elles espèrent ainsi toucher un maximum de gens pour récolter les précieuses fournitures scolaires qu'elles distribueront dans les écoles au Sénégal du 18 au 26 février 2023. Le Quatuor fait partie du groupe des Vendésiennes engagés dans l'opération, mais bien sûr, d'autres Vendéennes participent aussi à la Sénégazelle, mais à titre personnel. On finit avec une victoire. L'Olonnais William Rambo a été sacré champion du monde de footnet. Il est licencié au tennis ballon olonnais et faisait partie du trio de l'équipe de France sélectionnée en catégorie double. Titre décroché hier à Prague. Les Bleus ont battu la Slovaquie en finale 2-7-0. Le footnet, qu'on appelle aussi tennis ballon, oppose 2 équipes séparées par un filet. Des équipes qui doivent, comme au football, se renvoyer un ballon sans le toucher avec les bras ou les jambes. On regarde un petit peu la météo avant de refermer ce journal. En marge d'une nouvelle dépression sur les îles britanniques, le ciel se charge de nuages. 2 faibles pluies sont attendues. Le vent de sud à sud-ouest se lèvera entre 40 et 50 km/h en pointe. Et les températures, vous le voyez, oscilleront entre 16 degrés et 17. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité dès 7h demain matin en compagnie de Caroline Tronche. Ce sera dans votre matinale. D'ici là, passez une belle soirée, à bientôt.